Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La presse qui est donc disponible dans les kiosques peut vous permettre d'être au parfum de l'actualité. Il vous suffit simplement de faire un tour dans les kiosques, justement. Et là, la nouvelle expression parle du bureau de vote avec Elekam qui bat en retraite. Donc, alors qu'il martelait encore vendredi dernier au cours d'une réunion à Yaoundé que le bureau de vote seront maintenus dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles, contrairement à ce que le Social Democratic Front exigeait. Hier, le président du conseil électoral, Eno Abrahams, est donc subitement revenu sur son entêtement. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018 avec l'appel de l'Église catholique. Les évêques du Cameroun suggèrent aux électeurs donc des candidats qui peuvent apporter des solutions aux réels problèmes, de nombreux problèmes que connaît bien entendu le Cameroun. Et il invite d'ailleurs tous les candidats des partis politiques à œuvrer pour la sauvegarde de l'unité et de la paix. C'est en page 8 de ce numéro. Le journal parle également du comité de normalisation. Les scénarios d'une incontournable prorogation. 4 options sont donc envisagées par la FIFA au-delà du 31 août prochain à la conclusion du bail, donc de Dieudonné Api à la normalisation et bien entendu son équipe donc à la tête de cette structure, l'Africa Foot précisément. Le dossier qui est à lire dans la page 6 à la page 7 permet aujourd'hui de comprendre le problème. On parle également du décès de Monseigneur Burmis. L'Église demande donc une autopsie à la suite du décès subit et dans les circonstances non encore élucidées de l'évêque des Éca. Une autopsie a été donc exigée par ses confrères de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, comme chez Monseigneur Bala. C'est en page 8 du journal, disponible dans les kiosques ce matin et également à la communauté urbaine de Douala. Barthélemy comme Tuente fait savoir que Dr Ntonen a outrepassé son pouvoir en voulant notamment se substituer au ministre signataire de l'acte de nomination de M. Mbarga Jean-Claude. C'est en page 2 de la nouvelle expression de ce matin. Et puis Info Matin parle d'exclusivité. Pourquoi le chef de l'État n'a plus voyagé hier alors que tout le décor était donc planté et ses valises déjà à l'aéroport? C'est à lire en page 2 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018 toujours. Et les transporteurs terrestres qui soutiennent d'ailleurs Paul Biya. C'est à lire dans le même journal, disponible en page 3 et de ce numéro également. Le journal Le Jeune Enquêteur qui est dans les kiosques parle de Joshua aussi. Voici pourquoi je veux la fermeture de l'ENAM. Le candidat du Social Democratic Front a déballé ses 24 mesures pour 24 millions de rêves. C'est dans le journal. Et on parle également d'autres choses, d'autres informations à la une notamment de ce numéro, disponible aussi dans les kiosques ce matin. Vous aurez l'occasion de découvrir après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Le Financier d'Afrique parle donc de banques et microfinances. 5 ans de prison pour les non-remboursements du crédit. Pour ceux qui vont donc emprunter de l'argent dans les banques et microfinances, ils auront en tout cas à payer beaucoup d'argent et peut-être aussi aller en prison pour 5 ans de prison justement, selon des décisions qui sont prises à la suite notamment de ces rencontres qui ont permis à ce que beaucoup d'informations circulent désormais sur cette question d'emprunt d'argent dans les banques et microfinances. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Le Financier d'Afrique qui s'intéresse aussi à l'Afrique centrale vers un sommet de la CEMAC contre la crise financière justement. C'est aussi l'un des sujets évoqués par le journal Le Financier d'Afrique. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la stratégie plan choc de mobilisation de l'épargne nationale. Donc l'ambition du ministère des Finances est donc de de faire passer cette part du financement des projets de plus de 2 milliards de francs CFA, 2 millions en tout cas, évoqués par le journal, 2 milliards de francs CFA avec d'autres projets également qui n'ont pas pu marcher en 2018 et qui seront donc à l'ordre du jour en 2019 et 2020 selon le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. Autre actualité se trouve donc dans Mutation qui parle de la présidentielle 2018, les consignes de vote des évêques à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également des bureaux de vote à problème. Le Social Democratic Front fait plier les CAM, c'est ce que dit le journal. D'autres informations à lire dans le numéro disponible ce matin. Détective s'intéresse à l'habitat et développement urbain. Jean-Claude Mbouenchou sous le feu des projecteurs, c'est à découvrir dans le journal. Plusieurs grands chantiers ont été lancés dans le cadre de la mise en place de l'habitat social. Jusqu'ici, ces projets n'ont pas été achevés, même si on observe quand même qu'il y a quelques bâtiments qui sont perceptibles
À la suite du démarrage même de ces projets. Nganou Messi également continue au journal parlant de la pénétrante est de la ville de Douala. Nganou Messi lève donc un pan de voile sur les 45 milliards de francs CFA. C'est un autre sujet que je vous invite à lire dans le numéro disponible ce matin. Le point hebdo parle également du scandale de 44 milliards de francs CFA au ministère des Travaux publics. Paul Biya qui crucifie Nganou Messi, c'est ce que dit le journal. Le même journal parle également des mafias à la Commission nationale de promotion pour le bilinguisme et multiculturalisme également, donc Peter Mafane Moussonga, qui achète 15 véhicules à 700 millions de francs CFA. C'est également évoqué dans le journal, le point hebdomadaire de ce jour. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à ceux qui nous regardent. Et vous me voyez bien sourire, c'est par rapport à un nouveau scandale dont vous avez fait état à la chute de votre présentation de la revue. C'est la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui demande 700, qui a acheté pour 15 véhicules à 700 millions de francs CFA, c'est-à-dire presque 1 milliard de francs CFA seulement pour les véhicules. Pour les gadgets, donc, comme on dirait. Pour les gadgets, parce que ce n'est que des gadgets, ce n'est pas les véhicules qui doivent travailler. Et vous voyez que depuis que cette commission est là, on n'a pas encore vu véritablement qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain. Et voilà donc une facette de ce qu'on attendait d'elle, ou alors de ce que nous, les spécialistes de l'information, nous n'attendions pas d'elle. Et c'est 700 millions de francs CFA pour quelques véhicules. C'est à concurrence de 45 millions de francs CFA par véhicule. Il faut bien que les téléspectateurs le sachent. Très bien. Merci de faire votre entrée, en tout cas ce mardi. Camille, bonjour. Flavia Valonongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Equinos Télévision. Bonjour Casimir Désiré Tanguy. J'ai lu à la première page de l'édition de la nouvelle expression de ce jour le focus que vous avez fait sur Sa Majesté Parfaite Godok Kwang, l'homme qui a préfacé et financé ce qu'on considère déjà comme le livre de campagne de Paul Biya. J'ai l'impression que vous êtes en train d'accompagner Sa Majesté Godok Kwang, ou bien vous nous démontrez que vous êtes un... Vous voulez dire qu'il est militant du RDPC, parce que Sa Majesté Godok Kwang a financé ce livre qui se vend comme des petits pains. Pourquoi maintenant? Vous voyez bien que nous sommes en campagne, c'est une récupération, on va dire. Récupération, mais on peut même répondre. Je peux même répondre. Non, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Vous ne répondez pas parce que nous passons à ce qui semble plus important et plus intéressant également. Parlant notamment de cette question de bureau de vote avec le revirement des situations. On a vu avec Elections Cameroun qui finalement a changé d'avis et est revenu, en tout cas, à enlever ces bureaux de vote au niveau des casernes. Oui, vous pouvez appeler ça revirement de situation, Flavien. On peut même appeler ça rétropédalage. D'autres appellent ça volte-face. Alors, que ce soit le virage à 180 degrés ou n'importe quelle expression que vous utilisez, il faut noter que jusqu'à un passé très récent, jusqu'à pratiquement il y a 48 heures, Elecam était en train de dire mordicus qu'elle n'enlèverait pas les bureaux de vote situés dans les casernes et dans les chefferies supérieures. Et malgré cela, nous avons vu un parti politique, et notamment son député, Jean-Michel Nietzsche, qui a fait déclarer un meeting en septembre, le 15 ou le 17 septembre, uniquement pour aller contre, pour contrecarrer, s'insurger contre la présence des bureaux de vote dans les casernes et dans les chefferies. Donc finalement, et ce meeting, il faut le rappeler, a été interdit par le sous-préfet de Douala Premier. Donc vous voyez aujourd'hui, Elecam donne entièrement raison au SDF. Moi j'ai même envie de dire coup de chapeau au SDF et surtout à son député Jean-Michel Nietzsche qui a tenu et qui est allé jusqu'au bout de ses pensées. Mais vous savez que dans tous les cas, les élections du 7 octobre prochain, on a besoin que ce soit des élections libres, crédibles, transparentes et que ça se passe dans la paix. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression, qu'on donne l'occasion aux uns et aux autres de tirer à boulet rouge. Après cette élection, il faudrait au maximum essayer d'enlever tout ce qui pourra compromettre cette élection. Je crois que si Elecam s'entêtait à laisser des élections dans les casernes et dans les chefferies, ce serait déjà un motif pour que, à la fin des élections, alors c'est un défi, tel qu'annoncé, tel que titré un journal, c'était un défi qui n'a pas mis long. De toute façon, il y a eu revirement des situations, changement de paradigme, donc on a vu tout cela dans le journal ce matin, voir comment Elecam qui retrouve, comme qui dirait, la raison.
comment expliquer ce que vous appelez rétropédalage ou changement de paradigme? En réalité, moi, je pense que c'est un véritable combat qui s'est livré là. Et Jean-Michel Nitche a marqué un point, mais Paul Biya a marqué un point. Parce qu'il faut le dire, les gens ne le disent pas assez. Si Elekam a décidé d'enlever les bureaux de vote dans des casernes militaires, c'est parce que Paul Biya a donné l'instruction. Rien ne peut se faire dans cette élection sans que Paul Biya dise que, bon, écoutez, vous allez faire ceci. Monsieur Eno ou monsieur Essoussé n'a pas le pouvoir de dire que, bon, ok, vous avez crié, on enlève. Non, c'est Paul Biya qui est revenu de France. Il a vu ce qui s'est passé, ce qui allait se passer. Et moi, je pense que pour une fois, ou lui, ou ses conseillers ont pris une bonne décision à temps. Mais ce que je dis aussi, c'est que dans cette histoire... Oui, mais c'est sous la pression, bien entendu. Oui, il y a une pression. Laissez-moi développer Flavien Balunongo. Moi, je suis un expert des arts martiaux. Jean-Michel Nitche a fait du karaté, Paul Biya a fait du judo. Jean-Michel Nitche a fait le karaté parce que en karaté, l'attaque... Jean-Michel Nitche a fait du karaté, Paul Biya a fait... Le judo, dans cette affaire. Et je vais vous expliquer. En karaté, il y a 3 stratégies dans un combat. Il y a l'attaque, qui est le sen. Il y a l'attaque, la réaction de l'attaque et la contre-attaque, qui est le gono-sen. Il y a le seno-sen, qui est l'anticipation. Dans cette affaire-là, Jean-Michel Nitche a fait le karaté comment? Il a préparé une première attaque. Il savait très bien qu'il allait y avoir une réaction. La première attaque, c'est de dire, je vais marcher, je vais faire une marche. Pour protester. Maintenant, il savait que la réaction était que l'administration allait interdire. Et là, maintenant, son troisième point, c'était que vous interdisez, je marche, il y a clash. Et c'est là que lui, il a marqué un point parce que non seulement son attaque a fait peur à l'administration a compris que non, cette affaire-là, il ne faudra pas qu'il y ait insurrection. Et là, maintenant, on préfère prier. C'est là où Jean-Michel Nitche a marqué son point. Mais maintenant, de l'autre côté, Paul Biya fait du judo. Parce qu'en judo, le principe du judo, c'est qu'on se sert de la force de l'adversaire. Voilà Jean-Michel Nitche qui pousse Paul Biya. Il est en train de pousser Paul Biya. Paul Biya avait le choix entre résister et pousser, ou alors ne pas résister et utiliser la force de Jean-Michel Nitche. Nitche pousse, Paul Biya recule, le prend, et Nitche est entraîné par sa propre force. C'est là où Paul Biya a marqué un point. Donc dans les deux cas, je veux dire que Jean-Michel Nitche, qui a fait preuve de courage et de beaucoup de témérité, a marqué un point. Un point, et depuis qu'il s'active, moi je crois que c'est l'un des meilleurs points qu'il a réussi à marquer en cette histoire, en cette période où vous avez entendu des experts, ces grands super professeurs qui ont tenté de prouver par l'absurde comment un camp militaire est un lieu public. Aujourd'hui, on voit qu'ils se taisent, ils mâchent leur langue aujourd'hui en comprenant que non, la décision a été prise depuis le très haut qu'il n'y a pas de caserne. Moi, je pense que aussi bien Jean-Michel Nitche a remporté une victoire. Moi, je pense que Paul Biya aussi a évité qu'il y ait maintenant un soulèvement et des tensions inutiles. C'est pour cela que c'est les deux qui ont marqué un point. On a l'impression, la presse veut nous donner l'impression que c'est Eno Abrams qui a reculé, c'est Jean-Michel Nitche qui a marqué le point. Non, c'est Paul Biya qui a décidé qu'on les a enlevés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour les deux. Alors, on va dire à la fin, os maître. Non, que ce soit Jean-Michel Nitche, SDF ou Paul Biya qui ait marqué le point, je crois que force est retournée à la loi, parce que c'est l'article 96 du Code électoral qui indique que les bureaux de vote doivent rester dans des lieux ouverts au public. Mais les bureaux de vote ont toujours été dans les casernes, Casimir. Oui, ben c'était en violation de la loi. C'était en violation de la loi. Bon, mais alors... Cette fois-ci, c'est pour ça qu'il dit force est retournée à la loi. Mais au-delà de cela, Jean-Michel Nitche et le SDF n'entendent pas croiser les bras. Ils disent qu'il faut maintenant contrôler les présidents des bureaux de vote. Parce qu'elle est comme à cette manie également de prendre les membres du RDPC, ce sont des vieilles batailles. C'est une vieille bataille. Mais là, moi, je dis que ici, si ça s'est passé, c'est parce que Paul Biya l'a voulu. Très bien. Alors, donc, on va lire également l'article dans la Nouvelle Expression de ce matin, page 3, parlant de cette situation de l'ECAM qui bat en retraite, justement, sur la question des bureaux de vote dans les casernes militaires. Alors, à lire également dans le journal, on parle aussi de la présidentielle avec l'appel de l'Église catholique. On voit bien que c'est un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds, avec les évêques dans un courrier qui estiment qu'il faut faire un bon choix, choisir l'homme qui va, en fait, le candidat qui va pouvoir résoudre les problèmes des Camerounais en ce moment, parlant notamment de la crise anglophone, parlant également de la corruption et de l'insécurité dans la partie septentrionale. C'est pratiquement un bis repetita de la lettre de 2011, parce que les évêques avaient également, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2011, sorti une pareille lettre épiscopale pour demander de voter celui qui peut apporter la paix, celui qui peut résoudre les problèmes, celui qui peut consolider l'unité. Bref, moi j'ai l'impression que c'est du clair obscur que les évêques sont en train de nous servir. Parce qu'ils donnent des consignes de vote. Mais quelles sont ces consignes de vote? Qui est-ce que les évêques demandent de voter?
Est-ce que les évêques demandent de ne pas voter Paul Biya ou de voter l'opposition? Ils ne le disent pas. Ils font un clair-obscur, voter celui qui peut résoudre les problèmes, voter celui qui peut apporter le changement, voter sans dire clairement ce qu'ils veulent. Moi, je crois qu'il faudrait que les journalistes rentrent revoir, surtout Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence épiscopale, qui doit mieux éclaircir la position de l'Église, parce que jusqu'ici, j'appelle ça le clair-obscur. D'accord. Alors, c'est comme le titre de mutation ce matin, les consignes de vote. Consignes de vote, mais quelles consignes de vote? Est-ce que ces consignes de vote sont précises? On peut les lire comme on veut. Alors, donc, le titre ne s'y est pas. Non, le titre s'y est. C'est-à-dire que la conférence épiscopale s'adresse aux Camerounais et leur dit de voter. Mais voter qui? Elle n'a pas dit qu'il faut voter, mais elle dit voter l'homme que chacun de vous estimera qui peut résoudre les problèmes du Cameroun. Bon, et quand vous lisez les programmes et les professions de foi des uns et des autres, vous voyez que tous sont prêts, sont disposés à résoudre les problèmes des Camerounais. Moi, je pense que je me demande si l'Église catholique est dans son règne, est dans son rôle, en demandant aux Camerounais d'aller voter qui ils veulent. Non, Jésus avait dit donner à Dieu ce qu'il y a à Dieu et à César ce qu'il y a à César. Ça veut dire que si vous voulez dire donner à César, César, c'est pas seulement l'État, mais aux choses de l'État. Donc moi, je pense que là, c'est une communication un peu superflue et qui, comme Casimir l'a dit, vogue dans le clair-obscur. Bon, mais on peut même appeler ça une sorte d'agitation subliminale que l'Église catholique est en train de faire, et ce n'est pas son rôle. Alors, les prélats sont quand même des acteurs, des artisans de la paix, et bien entendu, donc les questions, il est normal qu'ils rappellent qu'il faut faire un choix qui va permettre à ce que chaque Camerounais vive en toute sécurité. Oui, moi je crois même qu'il faudrait... Je crois qu'il faudrait que les églises en général, toutes les églises, contrairement aux églises, à une certaine église qui refuse à ses fidèles de voter, je ne voudrais pas citer cette église ici, chacun connaît de quoi il s'agit. Il faudrait que chaque église donne une position claire à ses fidèles, parce que vous savez que les églises, c'est le lieu où l'on retrouve le plus grand nombre de Camerounais chaque dimanche. Donc si on peut véhiculer un message par là, je suis sûr que ce message passerait, et ce serait pour le bien de ce pays. Après les églises des mosquées, après les mosquées et les synagogues. Tout à fait, les mosquées et les synagogues. Alors vous avez parlé c'est toujours les églises. Alors lorsque vous parlez des projets de société des uns des autres, il y a quand même le jeune enquêteur qui est revenu ce matin parlant de ce que Joshua aussi essaye de faire ou entend faire lorsqu'il sera à Etoudi. Il parle notamment de la fermeture de l'ENAM et bien entendu de plusieurs autres points qui sont également importants, qu'il faut qu'il rentre dans son projet de société. Moi j'ai même l'impression que c'est un clin d'œil que les évêques étaient en train de faire à Joshua aussi, hein, parce qu'on demande les évêques demandent de voter celui qui peut apporter véritablement le changement et qui peut résoudre vos problèmes. Or, Joshua aussi a démontré que le problème du sud-ouest et du nord-ouest, c'est un problème que lui, il peut résoudre par le fédéralisme. Il l'a dit. Mais ce que le jeune enquêteur a retenu le plus aujourd'hui, c'est la fermeture de l'ENAM. Et c'est un des programmes, c'est un des maillons forts du programme de Joshua aussi. Et il explique, il faudrait que les Camerounais le comprennent suffisamment. L'ENAM, c'est une école, d'après lui, c'est l'école de la honte au Cameroun. C'est après une poignée d'1% de fonctionnaires camerounais, mais qui impose tout le diktat aux autres fonctionnaires camerounais. Et tous les problèmes qu'on a dans ce pays, c'est-à-dire les détournements de deniers publics, et tout ce que ça corruption, et tout ce que ça comporte, ça provient toujours des étudiants sortis de l'ENAM. Et c'est pour cela que Joshua aussi pense qu'il faut fermer purement et simplement l'ENAM. Et il dit que dans les 10 meilleurs pays au monde, les 10 pays les plus développés au monde, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Ghana, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre ou autres, il n'y a pas l'ENAM là-bas. Pourtant, on fonctionne bien. Il ne dit pas qu'il a un problème avec les magistrats ou bien avec les administrateurs civils. S'il n'y a pas l'ENAM, il y a forcément une autre école qui forme. Il dit qu'il va ouvrir des facultés dans les universités pour former les magistrats, les douaniers et autres inspecteurs d'impôts. Donc, moi je dis c'est quand même assez osé. Et ce n'est pas seulement ça. Joshua aussi a beaucoup de choses dans son programme. C'est passer le 24 mesures pour 24 millions de rêves. Voilà. Selon bien entendu. 24 millions de rêves. Vous savez, quand j'entends parler de Joshua Osso, c'est très bien. Il a un programme vraiment séduisant. Il a un programme séduisant qui séduit beaucoup de Camerounais, comme il parle bien. Parce que je ne sais pas si vous avez noté, Joshua aussi, quand il parle anglais, c'est comme un Américain. Quand il parle français, c'est comme un Français de Paris. Il parle très bien, il est parfaitement bilingue. Il est en train de dérouler un programme suffisamment séduisant. Bon, mais seulement,
comme quand Casimir Désiré Tagné dans son journal relève le passage de la fermeture de l'ENAM, j'ai un peu sursauté. Bon, c'est l'une des mesures, parce que tous les programmes que présentent, que déroulent aujourd'hui des électeurs, chacun de ces programmes a pour ambition de séduire les Camerounais et de leur proposer un lendemain meilleur. Bon, moi, la fermeture de l'ENAM, moi j'ai posé une question. Vous savez très bien que l'ENAM, c'est le grand terreau de formation des magistrats, des administrateurs civils, des responsables des régies financières, tout cela. Bon, mais est-ce une priorité de fermer les lames? Maintenant, s'il ferme les lames, il va remplacer les lames par quoi? Parce qu'il faudrait bien que cette personne, ces administrateurs civils, ces magistrats et tous les autres soient bien formés dans un cadre bien précis et à travers lequel ils pourront acquérir une certaine maîtrise de la gestion de la société. Moi, je pense que chacun appréciera comme il voudra et il ne faudrait pas que je donne l'impression tout à l'heure d'être contre le programme de Josué Essy, qui est un programme aussi admirable que ceux des autres. Parce que aussi bien Josué aussi donne de bonnes choses, aussi bien Cabra Dibi présente aussi d'autres choses. Maurice Kamto, chacun présente des choses qui tendent à résoudre les problèmes. À résoudre les problèmes des Camerounais. Et c'est la vision en tout cas. Là également, si on revient sur le sujet de la nouvelle expression même de mutation, c'est la vision des prélats, bien entendu, c'est-à-dire choisir celui qui va apporter des solutions. Il n'y a pas qu'une seule personne, toutes les personnes sont en train de proposer des solutions. Oui, mais là, il faut faire un choix en même temps. Donc c'est pour ça que chacun fera son choix dans l'urne. C'est pour ça que je demande aux prélats de mieux éclairer leur position. Qui est-ce que les prélats veulent qu'on choisisse? Ils ne peuvent pas le dire. Ils permettent à tout un chacun de voir clair. De toute façon, alors, donc, on va lire également dans la presse, notamment la nouvelle expression, la communauté urbaine de Douala, Barthélemy comme Tchenté, fait savoir que le docteur Fritz Tonnet a outrepassé en tout cas ses fonctions, son pouvoir pour nommer un nouveau, tout au moins, receveur municipal. Mettre un responsable par intérim dans le secteur financier de la communauté urbaine, alors que les ministres ont le seul pouvoir de nommer ces différents responsables dans sa structure. Justement, parce qu'en fin de semaine dernière, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Tonnet, a posé un acte que nous attendons, un acte qui aurait dû être posé par n'importe quel responsable du Cameroun. C'est ce que nous attendons d'eux. Vous avez un receveur municipal qui est supposé aller en retraite depuis plus de 4 ans et qui a été notifié fermement depuis février d'aller en retraite et qui est là, il reste, il pose des actes et finalement, il refuse même le fonctionnement de l'administration pour laquelle il est là. C'est-à-dire, il se met en porte-à-faux avec le délégué du gouvernement, il fait des choses à sa tête, il n'en fait qu'à sa tête, et que le délégué du gouvernement a décidé de sceller ses bureaux. Comme quand Comtienne te dit que le délégué du gouvernement a outrepassé ses limites. Il oublie que le délégué du gouvernement a demandé depuis belle lurette à la hiérarchie de nommer un receveur municipal et c'est ce que l'administration n'a pas fait. Aujourd'hui que Tonnet décide d'aller de l'avant, Comtiente, il faut rappeler que Comtiente a une vieille dent qu'il garde. Il peut être logique dans sa démarche également, mais tout en rappelant quand même que ça faisait 3 ans qu'il était déjà à la retraite, mais il a continué de travailler avec Fritz Tonnet. À coup sûr, il y a eu Anguille sous roche. Non, mais Fritz Tonnet s'attendait à ce que depuis 3 ans, il se déciderait à partir puisque sa décision de mise à la retraite. Mais ils ont travaillé ensemble dans tout le temps. Oui, mais le problème c'est que vous savez, il y a des... Il a continué à accepter certaines propositions. Il y a donc une catégorie de pays, de gens dans ce pays qui estiment qu'eux, ils n'en font qu'à leur tête, tout simplement parce qu'ils ont des soutiens. Il est inadmissible qu'un receveur municipal appelé à faire valoir ses droits à la retraite depuis 3 ans ne soit pas encore parti. Moi, je pense que M. Tonnet a posé là un acte de souveraineté. Il a voulu démontrer que ce genre de choses ne doivent plus se passer au Cameroun. Lorsqu'on enquête également la communauté urbaine, ce n'était pas le seul qui avait atteint l'âge de la retraite. Il y a plein d'autres qui ont également bénéficié de la rallonge, 2 ans, 3 ans pour certains. La rallonge, la demande, oui, mais la rallonge, c'est la rallonge. La rallonge est une mesure qui est acceptée et qui est donnée par l'administration. Lui, il n'a pas eu de rallonge. Il est envoyé à la retraite depuis 3 ans. Il n'est pas parti. Il reste là. Moi, je pense que M. Tonnet a fait ce qu'il avait fait et qu'on ne nous dise pas que oui, il devait attendre que les 2 ministres... Non, ces ministres-là devaient savoir depuis 3 ans. M. Tonnet a écrit à ces 2 ministres depuis 3 ans qui ne bougent pas. Moi, je pense qu'il a posé un acte de souveraineté et un acte qui est certainement à applaudir. Nous, aux jeunes enquêteurs, vous allez lire cette information en page 2. Nous demandons au TCS de se pencher vers le cas de ce receveur municipal qui était supposé être retraité et qui ne faisait que se mettre plein les poches. La dernière phrase qu'il a posée, c'était le paiement d'une très forte somme à Isakam
compte des rétrocommissions. Et ça, c'est le jeune enquêteur qui le relève. Alors, avec l'onction de qui? Il doit payer Isacam sans l'onction du délégué du gouvernement. Son onction et son onction à lui seul. S'il y avait l'onction du délégué du gouvernement, il ne serait pas venu sceller ses bureaux. Bien entendu. Alors, ce sont des sujets que vous aurez donc à découvrir dans la plupart des tabloïds ce matin. On parle également de rentrée scolaire avec Cedipresse qui a décroché l'exclusivité de la distribution du livre. Comme on sait, il y a encore un souci dans la disponibilité du manuel scolaire. Depuis, même si les éditeurs ont annoncé pour hier le dernier délai de la disponibilité du manuel scolaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la rentrée scolaire. Par exemple, ce week-end, la communauté Banjoun du Vouri qui donnait des bourses, des codes d'études à plus de 500 élèves et étudiants. Oui, c'est fait. Oui, je vais y arriver. Mais une question sur l'importance. L'importance, c'est le livre. Le livre, oui, par rapport au livre. Rappelez-vous que Messa Presse avait fermé boutique et ne distribuait plus les livres. Il y avait déjà un vide à ce niveau-là. Il fallait trouver une méthode pour que le livre aille jusqu'au fin fond de Fongo, Togo et autres villages reculés. Aujourd'hui, nous avons une structure mise sur pied par les directeurs de publication des journaux camerounais, avec en tête Georges Medjoué, qui est le PCA de cette structure-là, qui, avec son partenaire Campost, a décidé de mettre le livre à la disposition de tout le monde. Il faut que le livre soit disponible. Et là, le livre n'est donc pas disponible, il ne fera pas de travail. On nous a rassuré, nous, à Cedipresse, que dans tous les cas, cette semaine, le livre sera là et nous pourrons le distribuer avant la rentrée scolaire. À quel moment les élèves auront le Avant la rentrée scolaire. De toute façon, vous savez, quand vous posez des questions sur le moment où les livres arrivent, nous sommes dans un système où rien n'est sûr, personne n'est sûr du lendemain. Mais ce qui est sûr, là, actuellement, nous avons vu la photo du PCA de Cedipresse, Georges Medjoué, qui est journaliste et qui est entouré de journalistes, qui a un contrat en béton avec Campost. Et Campost distribue, c'est-à-dire que va mettre les livres dans toutes les régions du Cameroun. C'est ça la grande innovation depuis la fermeture de Messa Presse. Je pense que c'est quelque chose de très très bien. Même si les livres ne sont pas disponibles aujourd'hui, ils peuvent l'être demain, mais dès demain, ils vont être dispatchés par Cedipresse. C'est pour ça, c'est ce qui est le plus important. Mais pour la disponibilité du livre et pour l'arrivée des livres, vous savez très bien que ce problème remonte jusqu'au niveau des ministères. Et là, on ne va pas ouvrir ce débat. Alors, un mot pour sortir notamment sur le comité de normalisation avec les scénarios d'une incontournable prorogation, puisque à la fin de ce mois, il va y avoir, en tout cas, le comité de normalisation va arriver à terme. Et on verra bien que le comité de normalisation arrive à terme dans 3 jours, c'est-à-dire le 31 août. Et vous voyez bien qu'entre aujourd'hui et le 31 août, il serait quasi impossible d'organiser les élections au niveau départemental, au niveau régional et au niveau du bureau exécutif. Donc c'est impossible. En plus, il faudra adopter les textes, ce qui n'est toujours pas fait. Et vous vous rappelez que lorsque Maître Hapi avait été désigné au comité de normalisation, il avait dit qu'il ne préférerait pas qu'on renouvelle son mandat. Il attendait, il était sûr qu'au bout de 6 mois, il devait rendre le tablier avec tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Ça devait arriver à terme en février 2018. Ça n'a pas été fait, il a été prorogé, son mandat. Maintenant, le mandat, la prorogation arrive à terme le 31 août. Nous sommes quasiment sûrs que Maître Hapi aura une nouvelle... Est-ce que forcément le problème se trouve à son niveau? Il y a la FIFA également qui doit être responsable de quelque part. Oui, mais il y a des choses que Maître Hapi, en tant que spécialiste du droit, il aurait dû faire et le plus rapidement possible. Il ne l'a pas fait. Moi, je crois que Maître Hapi a échoué. Il a échoué une première fois, il a échoué une deuxième fois. Nous ne souhaitons pas qu'il échoue une troisième fois. En tout cas, on attend bien entendu de savoir qu'est-ce que la FIFA va prendre comme décision pour notamment découvrir beaucoup d'autres choses dans le cadre de cette normalisation. Est-ce qu'elle va continuer ou alors il y aura un comité qui va gérer la transition avant la mise en place même de la Fédération camerounaise de football? Un comité qui remplace un comité qui avait remplacé lui-même un comité, on attend, tout simplement. Très bien. Donc c'est dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal. Et on parle aussi de ce décès de Monseigneur Bangmis. Donc l'église demande une autopsie sur son décès. Qu'est-ce qui a tué ce dernier? C'est vrai que la rumeur fait savoir qu'il était déjà un peu souffrant, mais est-ce que... moi, je pense que les évêques demandent une autopsie. Moi, je pense qu'ils enfoncent une porte ouverte. En cas de mort suspecte,
l'autopsie est la règle. Et normalement, même quand une personne, même malade, tombe, meurt et découverte morte, on n'a pas besoin d'exiger. L'autopsie est automatique. Moi, je ne vois pas pourquoi. Ça, ce sont des titres des journaux. Parce que Monseigneur Bogbis était malade, tout le monde le savait. Il est mort, il a été retrouvé mort un matin. L'autopsie est là pour établir maintenant les causes. Je dirais, si au lieu peut-être de l'hypertension qui est en train qui le maintenait cloué au lit depuis un certain temps, s'il n'a pas eu un arrêt cardiaque ou s'il n'a pas eu une thrombose, mais toujours est-il que l'autopsie est absolument nécessaire pour éviter aussi que les gens continuent à plaquer dans les journaux qui a tué Monseigneur Bogbis. Alors, un peu comme avec le cas de Monseigneur Benoît Bala, puisque le journal rappelle quand même se fait aussi. Justement, j'allais rappeler, est-ce qu'on nous avait déjà dit qu'est-ce qui a tué Monseigneur Bala? On ne l'a toujours pas dit. Est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qui avait tué Monseigneur Bala? Le rapport d'autopsie a dit que Monseigneur Bala est mort de noyade. Non, si on savait de quoi il était mort, il est mort de noyade. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas. Le rapport d'autopsie est mort de noyade. Mais j'avais dit ici que le problème, c'est de savoir si c'était noyé ou si on l'avait noyé. Mais il est mort de noyade. C'est ça. On ne revient pas au niveau de cela. Mais je dis que là, aujourd'hui, une mort suspecte, c'est une autopsie. Moi, je voulais tout simplement rappeler que la mort des prélats au Cameroun est toujours... Mais les prélats sont des hommes. Parce qu'on ne nous a jamais dit qu'est-ce qui avait tué Yves Plumet, Monseigneur Yves Plumet. Qu'est-ce qui avait tué les sœurs de Ndjoum? Qu'est-ce qui a tué Benoît Bala et tous les autres? Donc, il y a toujours une suspicion qui se noue autour des morts. Qui entoure d'ailleurs ces différents décès et peut-être des assassinats de toute façon. Donc, c'est la presse qui évoque encore le cas ce matin, en parlant du décès de Monseigneur Bogbis, donc, qui revient, l'évêque des Écarts. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition de la revue Les Grandes Unes. Nous sommes mardi, la prochaine édition c'est demain, après le journal de 9 h sur Equinox. Le reste, c'est vous qui savez, c'est dans les kiosques.